LG Crépi, regarde ce que j'ai pour toi. On te l'a enfin trouvé, le numéro 60, Un loup-garou dans la maison. Rassurez-vous, c'est pas celui-ci qu'on va lire pour ce soir. On est qu'au numéro 13 du livre Chair de poule, Le loup-garou des marécages. Donc LG, on l'a enfin trouvé. Fais-moi savoir une dernière fois si tu voulais une dédicace ou pas, parce que j'ai complètement oublié, donc j'ai pas envie de faire de bêtises. Mais je vais pas tarder à te l'envoyer, mais j'attends d'abord ta réponse. Donc patience, encore un tout petit peu, j'attends ta réponse et puis je te l'envoie. Sinon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va enfin lire un tout nouveau livre. Je suis très content de vous retrouver ici pour ce soir, parce que justement, on va lire un tout nouveau livre. Donc installez-vous confortablement. J'espère que ça, c'est un tout nouveau livre que moi-même je ne connais pas, donc j'espère qu'il est cool. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, les loups-garous ça fait peur, j'espère qu'il est bien. Les marécages ça pue, c'est dégueulasse, ça fait peur, donc j'espère qu'il est doublement bien. Donc sans plus tarder, je vais commencer comme d'habitude, hein. Vous connaissez la chanson. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous nous sommes installés dans les marais de Floride pendant les vacances de Noël. Une semaine après notre arrivée, j'ai commencé à entendre de terrifiants hurlements nocturnes. Nuit après nuit, ils me réveillaient en sursaut. Je me dressais dans mon lit et je retenais ma respiration, serrant mes bras contre ma poitrine pour m'empêcher de trembler. Par la fenêtre de ma chambre, je regardais la pleine lune couleur de craie et j'écoutais. Quelle créature pouvait pousser des cris pareils? Et où se trouvait-elle? J'avais l'impression qu'elle se tenait juste derrière ma fenêtre. Les hurlements montaient et descendaient comme la sirène d'une voiture de police. Ils n'exprimaient ni douleur ni tristesse. Ils étaient plutôt furieux, menaçants. Ils semblaient donner un avertissement. Ne vous approchez pas du marécage. Vous n'êtes pas d'ici. Quand nous avons emménagé en Floride, dans notre nouvelle maison, il me tardait d'explorer les environs. Derrière la maison s'étalait une vaste pelouse au-delà de laquelle on apercevait le marécage. Le premier jour, je m'étais planté au fond du jardin, armé des jumelles que papa m'avait offertes pour mon 12e anniversaire afin d'observer le paysage. J'apercevais au loin des bosquets de palmiers et des arbres aux minces troncs blancs gracieusement penchés les uns sur les autres. Leurs grandes branches feuillues formaient comme une toiture qui projetait de l'ombre sur le sol. Derrière moi, les cerfs allaient et venaient, mal à l'aise, dans leur enclos grillagé. Je les entendais piétiner le sol sablonneux et frotter leurs andouillés contre le grillage. Les cerfs étaient la raison de notre installation en Floride. Je dois préciser que mon père, Michael Tucker, est un scientifique. Il fait de la recherche pour l'université du Vermont à Burlington. Papa fait venir les cerfs, 6 en tout, d'un vague pays d'Amérique du Sud. On les appelle des blastocères, Blastocerus dicotorus, pour les savants. Ce ne sont pas des cerfs normaux, je veux dire par là qu'ils ne ressemblent pas à Bambi. D'abord, leur pelage est très rouge, ils ne virent au brun qu'en hiver, et leurs sabots sont vraiment énormes, comme palmés, pour mieux marcher sur un sol détrempé et spongieux, je suppose. Papa veut savoir si ces cerfs d'Amérique du Sud peuvent s'acclimater en Floride. Il a l'intention de fixer sur eux de petits émetteurs radio et de les lâcher dans les marais. Les émetteurs permettront de suivre leurs traces et de voir comment ils se débrouillent. Quand il nous a dit à Burlington que nous allions habiter la Floride à cause des cerfs, nous étions tous complètement sidérés. Nous ne voulions pas partir. Ma sœur, Émilie, a pleuré pendant des jours. Elle a 16 ans et elle ne voulait pas manquer sa dernière année de lycée. Je n'avais pas envie non plus de perdre mes amis. Mais maman s'est vite rangée du côté de papa. Maman est une scientifique elle aussi. Papa et elle travaillent souvent ensemble sur des tas de projets. Alors bien sûr, elle était d'accord avec lui. Et tous deux ont réussi à nous persuader, Émilie et moi, que c'était la chance de notre vie, que ça allait être vraiment excitant. Une aventure que nous n'oublierions jamais. Voilà pourquoi nous vivions à présent dans une petite maison blanche, genre bungalow, entourée de 5 ou 6 autres maisons blanches identiques, avec des cerfs d'allure bizarre enfermés dans un enclos et un marécage sans fin qui s'étendait au-delà de notre jardin plat et verdoyant. Ce matin-là, donc, j'étais en train d'examiner le paysage à la jumelle quand une exclamation m'échappa. Mon regard venait de rencontrer un œil noir et rond qui semblait me dévisager avec curiosité. J'écartai mes jumelles et scrutai le marécage. À quelques mètres, il y avait un gros oiseau blanc posé sur 2 longues pattes osseuses. « C'est une grue », dit ma sœur juste derrière moi. Je ne m'étais pas rendu compte de la présence d'Émilie. Elle portait un t-shirt blanc et un short rouge. Ma sœur est grande, mince et très blonde. Elle a elle-même des allures d'échassier. L'oiseau se détourna et s'éloigna d'un pas saccadé à travers les marais. « Suivons-la » proposai-je. Émilie prit son air excédé.
une expression que nous lui avions beaucoup vue depuis notre arrivée. « Tu plaisantes? Il fait trop chaud. »« Viens, insistai-je en tirant sur son bras. On va se balader dans le voisinage. »« Émilie, va donc te promener avec Gary, intervint papa. Tu n'as rien d'autre à faire. » Je me retournai. Il était dans l'enclos aux cerfs, un carnet à la main, et il se déplaçait d'un animal à l'autre en prenant des notes. « Mais papa, commença Émilie. « Je te dis d'y aller, ordonna-t-il. Ce sera toujours plus intéressant pour toi que de traîner dans le jardin à te chamailler avec ton frère. » Émilie capitula. « Oh d'accord, soupira-t-elle en remontant de nouveau les lunettes qui ne cessaient de lui retomber sous le nez. « Seulement, Gary, je te préviens. »« Chouette !» Sans lui laisser le temps d'achever, je la pris par la main et l'entraînai. J'étais très excité à l'idée de m'aventurer pour la première fois dans un vrai marécage. Émilie me suivit en faisant une moue contrariée. « J'ai comme un mauvais pressentiment, marmonna-t-elle. « Bof, rétorquai-je avec un haussement d'épaule. Que pourrait-il nous arriver ? À l'ombre des arbres, un air chaud et humide collait à la peau. Il suffisait de lever le bras pour atteindre les branches basses. La densité du feuillage au-dessus de nos têtes masquait presque le soleil, mais des raies de lumière filtrant çà et là projetaient des taches claires sur le sol. Des herbes épineuses et des feuilles de fougère frôlaient mes jambes nues, me faisant regretter de ne pas porter un jean à la place de mon short. « Quel boucan !» s'étonna Émilie en enjambant une souche de bois pourri. Elle avait raison. Curieusement, le marécage était extrêmement bruyant. Des oiseaux s'égosillaient au sommet des arbres, en un concert de sifflements aigus. Des insectes s'agitaient dans l'ombre. J'entendais résonner au loin un martèlement régulier, comme si quelqu'un cognait sur du bois. Un pivert. Les branches des palmiers craquaient. Nos sandales heurtaient le sol humide avec un bruit sourd. « Regarde !» dit Émilie en pointant le doigt en avant. Elle avait ôté ses lunettes de soleil pour mieux voir. Nous étions arrivés devant une mare ovale. Son eau verte, qui disparaissait à moitié dans l'ombre, s'étoilait de nénuphars délicatement inclinés sur leurs grandes feuilles plates. « Comme c'est joli !» reprit Émilie en chassant un insecte sur son épaule. « Il faudra que je revienne avec mon appareil photo. Regarde-moi cette lumière. » Une bonne partie de la mare était noyée dans l'ombre, mais le soleil oblique qui perçait à travers le feuillage des arbres déversait une cascade lumineuse sur son eau immobile. « Oui, c'est assez chouette, dis-je. » Les mares ne m'intéressaient pas plus que ça. Je préférais la faune sauvage. J'accordai un moment à Émilie pour contempler sa mare au nénuphar. Puis je l'entraînai un peu plus avant dans le marécage. Une nuée de minuscules moustiques dansait dans l'air tiède. Il devait y en avoir des milliers. « Zut !» marmonna Émilie en se grattant l'épaule. « Je déteste ces bestioles. Il me suffit de les regarder pour que ça me démange. » En contournant les moustiques, je vis quelque chose décamper derrière une souche couverte de mousse. Émilie m'étreignit le bras. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria-t-elle. « Un alligator !» répondis-je. « Un alligator affamé !» Son expression terrifiée me fit éclater de rire. « Ce n'est qu'une espèce de gros lézard, froussarde. » Elle poussa un soupir de soulagement et me pinça aussi fort qu'elle put, essayant en vain de me faire grimacer de douleur. « Tu es un crétin, Gary. » Elle recommença à se gratter l'épaule. « J'en ai assez, se plaignit-elle. Ça me pique de partout. Rentrons maintenant. »« Encore un petit moment, implorai-je. Juste quelques pas. »« Non. » Elle tenta de me retenir, mais je me dégageai. « Gary !» En m'éloignant, j'entendis à nouveau les coups de marteau. Plus proche cette fois. Une brise légère agitait les branches des palmiers. Le bruissement des insectes devenait assourdissant. « Je vais rentrer à la maison et te laisser où tu es, » menaça Émilie. « Tant pis pour toi. » Je poursuivis mon chemin sans l'écouter. J'étais sûr qu'elle bluffait. En effet, quelques secondes plus tard, j'entendis ses pas derrière moi. Un autre lézard, plus petit, se faufila en travers du chemin, frôlant mes sandales. On aurait dit une flèche noire projetée sous les fourrés. Le sol montait soudain en pente douce, sous le soleil brûlant. J'escaladai cette colline et débouchai sur une espèce de clairière. La sueur perlait à mon front. Émilie me rejoignit pendant que je reprenais mon souffle, tout en promenant mon regard autour de moi. « Et une autre mare !» m'écriai-je. Je dévalai à toute allure la pente herbeuse pour m'approcher de l'eau. Mais cette mare avait quelque chose de différent. Ce que je prenais de loin pour de l'eau vert sombre était en fait une boue épaisse qui faisait penser à de la purée de pois cassés. Des remous inquiétants, accompagnés de sinistres clapotis, parcouraient sa surface. Je me penchai, fasciné, pour mieux regarder. « Des sables mouvants !» cria Émilie horrifiée.
C'est alors que 2 mains me donnèrent une poussée brutale dans le dos. Au moment où je basculais dans le ragoût verdâtre, les 2 mains me rattrapèrent et me ramenèrent en arrière. « Je t'ai eu » gloussa Émilie en m'étreignant pour m'empêcher de me retourner et de lui flanquer une claque. « Lâche-moi » criai-je furieux. « Tu as failli me faire tomber dans des sables mouvants et tu trouves ça drôle ?» Elle cessa de rire et me relâcha. « Ce ne sont pas des sables mouvants, banane. C'est une tourbière. »« Hein ?» J'observai une fois de plus la purée visqueuse. « Une tourbière » répéta-t-elle impatiemment. « Tu ne sais donc rien ?» Émilie, ou mademoiselle je sais tout, se vante de tout connaître et aime bien me faire passer pour un pauvre idiot. Mais elle a des notes moyennes en classe, alors que j'ai de très bonnes notes. Alors lequel de nous deux est le plus intelligent ? On a appris ça l'année dernière en étudiant les régions marécageuses et les forêts tropicales humides, continua-t-elle d'un air supérieur. La mare est épaisse parce qu'il y pousse des mousses qui absorbent l'eau comme des éponges. Elle contient aussi des tas de matières animales et végétales en décomposition. L'eau a l'air infecte, dis-je. Tu devrais la goûter pour voir. Elle fit mine de me pousser de nouveau dans la mare, mais je me baissai prestement et l'esquivai. Non merci, je n'ai pas soif. Pas très malin, je sais, mais c'était la seule réplique qui me vint à l'esprit. Rentrons maintenant, suggéra Émilie en essuyant du revers de la main son front moite de transpiration. J'ai vraiment très chaud. J'acceptai, un peu à contre-cœur. Abandonnant la tourbière, on escalada de nouveau la colline pour redescendre de l'autre côté. Arrivé au sommet, je remarquai 2 ombres noires planant très haut dans le ciel. « Regarde » criai-je à Émilie. « Des faucons, dit-elle, la main en visière pour mieux les observer. Du moins je crois que ce sont des faucons. C'est difficile à voir. Ils sont drôlement gros. » Les faucons s'éloignèrent en fendant l'air de leur vol majestueux. Au bas de la colline, de retour sous l'ombre profonde des arbres, je m'arrêtai pour respirer un peu. J'étais en nage, à présent. Ma nuque me brûlait. Je la massai un instant, mais cela ne changea pas grand-chose. « Par ici, dit Émilie. » Je lui emboîtai le pas. Des picotements désagréables me parcouraient de la tête aux pieds. « Dommage qu'il n'y ait pas de piscine dans notre nouvelle maison, marmonnai-je. J'aurais plongé dedans, tout habillé. » Après avoir marché plusieurs minutes, je m'aperçus que les arbres devenaient plus nombreux, plus touffus, et la lumière plus faible. Le sentier arriva à sa fin, se noyant dans un déferlement de fougères. Je n'ai pas l'impression d'être passé par ici, balbutiai-je. Je ne crois pas que ce soit le bon chemin. Nous échangeâmes un regard effrayé. Nous venions de comprendre que nous étions perdus. Complètement perdus. Je ne peux pas le croire, brailla Émilie. Mais qu'est-ce que je fais là ? Sa protestation dérangea 2 merles qui décampèrent à tire-d'aile en sifflant de fureur. Émilie ne vaut pas grand-chose en cas de pépin. Le jour de sa première leçon de conduite, à Burlington, quand elle a heurté un trottoir, elle a sauté hors de la voiture et s'est sauvée en courant. Je ne m'attendais donc pas à l'avoir accepté de bonne grâce le fait que nous étions perdus au milieu d'un marécage obscur et étouffant. Je m'attendais à ce qu'elle panique, et je ne fus pas déçu. Moi, au contraire, je suis plutôt calme. Je tiens ça de papa. Froid, détaché et scientifique. Ignorant les battements de mon cœur, je suggérais. Nous pourrions nous orienter grâce au soleil. Quel soleil ? Il faisait très sombre en effet. Sous le feuillage dense des arbres, mon cœur battit un peu plus fort. Bon, dis-je, tâchons plutôt de repérer de la mousse. Elle est censée pousser sur le côté nord des troncs d'arbres, non ? Le côté est, il me semble, marmonna Émilie. À moins que ce ne soit l'ouest. Je suis pratiquement sûr que c'est le nord. Pratiquement sûr ? Ça nous fait une belle jambe, cria-t-elle en se tordant les mains. D'accord, laissons tomber la mousse. Je tâchai de réfléchir un moment. Je pensais que tu emportais toujours une boussole, reprit Émilie d'une voix tremblante. Ça, c'était quand j'avais 4 ans, répliquai-je. Je n'arrive pas à croire que nous soyons si stupides, gémit-elle. Nous aurions dû nous munir d'un émetteur radio, tu sais, comme les cerfs, pour que papa puisse nous suivre dans nos déplacements. Je remarquai des petites traces rouges vives sur mes mollets. Une plante vénéneuse, des écorchures. Si seulement j'avais pensé à mettre un jean. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Émilie. On repart sur la colline, je suppose, répondis-je. Il n'y avait pas d'arbres là-bas, et c'était ensoleillé. Quand nous reverrons le soleil, nous trouverons la direction du retour. Mais de quel côté est la colline ? J'effectuai un tour complet sur moi-même. Était-elle derrière nous ? Sur notre droite ? Un frisson glacial me parcourut le dos quand je constatai que je ne le savais plus. Je haussai les épaules. « Nous sommes fichus, murmurai-je. »« Allons par là, dit soudain Émilie en s'éloignant d'un pas résolu. J'ai le sentiment que la colline est de ce côté. »
Si on repasse devant la mare, on saura qu'on ne s'est pas trompé. Et si on ne lui repasse pas? Quelque chose d'autre nous mettra peut-être sur la voie, répondit-elle. Génial, mais je ne voyais pas l'intérêt de me disputer avec elle, et je la suivis. Nous marchions sans dire un mot, cernés par la sourde rumeur des insectes et le gazouillis des oiseaux. Au bout d'un moment, nous arrivâmes devant un grand bosquet de roseaux. « Tu crois qu'on est déjà venu par là ?» s'enquit Émilie. Impossible de me le rappeler. J'écartai les roseaux pour passer à travers, et je m'aperçus qu'il m'avait laissé une traînée gluante sur la main. « Brrr ! Regarde !» Le cri d'Émilie détourna mon attention de la viscosité verte qui collait à ma peau. La mare, elle était juste devant nous. « Ouais !» s'exclama Émilie. « Je savais que j'avais raison. » Une espèce d'intuition. La vue de l'eau bourbeuse et clapotante nous remonta le moral à tous les deux. Je me mis à courir. Nous étions sur la bonne voie, presque à la maison. « C'est par là !» criai-je joyeusement, dépassant ma sœur. « Par là !» J'avais retrouvé mon optimisme. Mais quelque chose brisa mon élan en m'agrippant la cheville, et je m'étalai sur le sol détrempé. Je m'effondrai brutalement par terre, mes genoux heurtant le sol. Un goût de sang emplit ma bouche. « Lève-toi, lève-toi !» me lança Émilie. « Je ne peux pas, quelque chose me tient par le pied. » Mon cœur battait à tout précipiter. Le goût du sang dans ma bouche m'écœurait. Mon regard affolé croisa celui d'Émilie qui riait. « Qui riait ? Ce n'est qu'une racine, octa-t-elle en se tenant les côtes. J'avais trébuché sur une des nombreuses racines d'arbres qui affleuraient à la surface du sol. Je dégageai mon pied avec soulagement. Repliée sur elle-même, la racine brunâtre et noueuse ressemblait à un bras décharné. Mais qu'est-ce que c'était que ce goût de sang? Je tâtai ma lèvre douloureuse, je m'étais mordu en tombant. Je me relevai avec un grognement. J'avais mal aux genoux. Le sang dégoulinait sur mon menton. « Quel maladroit tu fais !» dit Émilie d'une voix douce. Elle ôta quelques feuilles mortes qui collaient à mon t-shirt et ajouta. « Ça va ?»« Oui, je crois. J'ai vraiment cru que quelque chose ou quelqu'un m'avait attrapé par la cheville, » répondis-je avec un petit rire forcé. J'étais encore un peu étourdi. Émilie laissa sa main sur mon épaule tandis que nous reprenions notre marche, plus lentement cette fois, et côte à côte. Une créature détala à grand bruit derrière un fouillis végétal. Aucun de nous ne prit la peine de se retourner pour voir ce que c'était. Nous n'avions qu'une envie, rentrer à la maison. Il ne nous fallut pas longtemps pour nous rendre compte que nous allions de nouveau dans la mauvaise direction. Je m'arrêtai au seuil d'une petite clairière circulaire. « Qu'est-ce que c'est que ces gros machins gris, là-bas » demandai-je. « Des champignons, je crois, » répondit Émilie. « Ils sont gros comme des ballons de foot. » C'est alors que je découvris la petite cabane. Elle était nichée à l'ombre de 2 cyprès à l'autre bout de la clairière au-delà des champignons géants. Émilie tressaillit de surprise en l'apercevant à son tour. Après l'avoir observé un moment en silence, nous nous en approchâmes avec curiosité. La cabane était à peine plus haute que moi. Elle avait une toiture d'herbes sèches, semblable à un toit de chaume et des parois en feuilles de palmier tressées. La porte, un assemblage de minces troncs d'arbres, était fermée. Il n'y avait pas de fenêtre. Non loin de là, un tas de cendres grises fumait encore, les restes d'un feu de camp. Je remarquai encore une vieille paire de bottes éculées à côté d'un monceau de boîtes de conserve vide et une bouteille en plastique, vide également et à moitié écrasée. Je me tournai vers Émilie. « Tu crois que quelqu'un vit ici, au milieu des marais ?» Elle haussa les épaules. La peur se lisait sur son visage. J'insistai. « Si quelqu'un habite ici, il pourra peut-être nous indiquer le chemin de la maison. »« Peut-être, » murmura Émilie. Ses yeux restaient fixés sur la cabane, tapis dans l'ombre. Nous nous approchâmes davantage. Pourquoi quelqu'un aurait-il choisi de se terrer dans une minuscule cabane en plein marécage, me demandai-je. Une réponse me traversa l'esprit. Parce qu'il voulait fuir le monde. C'est une cachette, déclarai-je, sans me rendre compte que je parlais à voix haute. Le repère d'un criminel, d'un pilleur de banque ou d'un assassin. Arrête! Émilie posa sa main sur ma bouche pour m'obliger à me taire. Réveillant la blessure de ma lèvre, je me dégageai. « Il y a quelqu'un » appela-t-elle. Sa voix était si basse et si tremblante que je pouvais à peine l'entendre. « Il y a quelqu'un » répéta-t-elle un peu plus fort. Je résolus de m'y mettre aussi. « Oh, et là-dedans, vous entendez » criai-je. Pas de réponse. Rassemblant mon courage, je tendis la main vers la poignée de la porte.